Bonjour et bienvenue sur Mediapart pour un nouveau numéro de notre collection Désintégration européenne, la collection qui ausculte les contradictions du projet européen à l'approche des élections qui arrivent au mois de mai. Cette émission, je la présente avec ma collègue Martine Orange et nous recevons aujourd'hui deux spécialistes de l'ordolibéralisme. On va revenir sur ce terme. Laurent Varlouzet, vous êtes professeur d'histoire à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et François Denord, vous êtes sociologue et chargé de recherche au CNRS et vous avez été l'auteur d'un petit ouvrage qui s'appelait L'Europe sociale n'aura pas lieu, qui avait beaucoup fait parler à l'époque. Et Laurent Varlouzet, vous travaillez sur la façon dont l'Europe s'est confrontée aux différentes crises économiques, en particulier depuis 1973, dans un récent ouvrage pour l'instant non traduit. Vous avez ausculté ça de façon détaillée. Alors avec vous, on va s'intéresser à ce débat sur l'ordolibéralisme en Europe. Alors vous allez le définir mieux que moi, mais pour ceux qui nous écoutent, dans le débat public, c'est un adjectif qui sert à désigner les règles, la discipline institutionnalisée qui limiterait les choix de politique économique des États membres dans un sens plutôt favorable à la concurrence, au marché, à la stabilité des prix. Et la grande question, c'est depuis quand ce modèle-là aurait triomphé, s'il a bien triomphé. On va ouvrir ce débat avec vous et on va commencer avec une petite question d'actualité, puisque à l'heure où on se parle, il y a eu d'abord une tribune d'Emmanuel Macron dans la presse européenne qui faisait un ensemble de propositions pour faire évoluer le projet européen et une réponse allemande de la dirigeante de la CDU, donc des conservateurs allemands, qui lui a opposé plutôt une fin de non-recevoir, en tout cas plutôt une défense du statu quo. Est-ce que vous retrouvez là, je me tourne vers vous, Laurent Varlouzet, une constante de ce que vous avez observé dans ce couple franco-allemand avec l'Allemagne plutôt côté ordolibéral, et on va définir ce que ça veut dire, et les Français peut-être un peu plus dirigistes ou un peu plus favorables à un ajout social à cette construction-là? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a à la fois des constantes et puis un aspect conjoncturel. Je pense que Annegret Kramp-Karrenbauer voulait aussi réagir, donner des gages à l'aile un peu plus conservatrice de la CDU juste après son élection. Mais au-delà de cet aspect de court terme, effectivement, il y a une constante de long terme. Pour l'Allemagne, les aspects sociaux doivent se dérouler au niveau de l'État. C'est d'ailleurs ce que disait... de l'État-nation. Voilà, de l'État-nation. Hein, c'est ce que disait la dirigeante de la CDU. Donc, elle a insisté sur le principe de subsidiarité, au sens où voilà, ce sont les États qui doivent gérer la politique sociale. Et au niveau de l'Europe, c'est simplement un marché organisé. Donc c'est peut-être effectivement ça, ce qui renvoie à l'ordolibéralisme, comme vous le dites. C'est-à-dire l'idée de l'ordolibéralisme, c'est une doctrine née en réaction au régime nazi de Hitler. L'idée, c'est de garantir la liberté politique en limitant le pouvoir de l'État. Bon, ça, on comprend bien, donc une justice indépendante, le multipartisme, la presse, mais de faire la même chose aussi dans le domaine économique. Donc, c'est-à-dire que dans le domaine économique, l'État doit juste être un arbitre et laisser ensuite les acteurs agir librement, mais l'État doit aussi être suffisamment fort pour pouvoir contrôler les éventuels abus, d'où l'idée de politique de la concurrence. Et donc, on transfère ça au niveau national en Allemagne, dès 1948, avant même que l'Allemagne naisse avec la création du Deutsche Mark. Et puis après, on essaie de transposer ça au niveau européen. Chaque pays essaye de transposer un peu son modèle au niveau européen. Donc l'Allemagne a réussi en partie, pas complètement, on pourra en discuter. Alors par contre, ce qui change, c'est que Peter Altmaier, le ministre allemand de l'économie, qui est aussi à la CDU, lui accepte maintenant l'Europe industrielle, ce que moi j'appelle l'Europe néo-mercantiliste. Alors pas autant que la France. Il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent. Alors, néo-mercantiliste, c'est simplement pour dire, parce que le terme politique industrielle, moi dans mon livre, je compare plusieurs pays, comme dans vos recherches, comme aussi ce que fait François. Et donc, pour éviter d'utiliser un terme comme politique industrielle qui ne veut pas dire la même chose dans tous les pays, j'emploie un terme qui est assez fréquent dans la littérature pour désigner des politiques de soutien à l'industrie assez actifs. D'où le mercantilisme, par référence à Colbert en France. Et néo, pourquoi ? Parce qu'on s'inscrit quand même dans un cadre où on respecte le libre-échange international. On n'est pas là non plus en train d'imposer des droits de douane. Bon, enfin, c'est ce que fait Trump, mais disons-nous, on ne le fait pas. Donc la France a toujours soutenu ça. C'est par exemple Airbus, de dire, voilà, on a le droit d'aider des entreprises, de donner des aides d'État si c'est pour lancer l'entreprise sur un nouveau marché où il y a un monopole américain.
Les Allemands ont toujours refusé, en fait, hein, parce que leur industrie fonctionne bien globalement sans intervention directe de l'État. Et il y a une intervention indirecte, mais pas aussi directe qu'en France. Et donc là, Altmaier, face notamment à la concurrence chinoise, a donné des signes aux Français, à Macron, sur le fait qu'il pourrait accepter une Europe un petit peu plus industrielle, un peu plus audacieuse dans le domaine industriel. Mais ça, on voit bien qu'il y a une résistance interne à la CDU avec Annegret Kramp-Karrenbauer. Peut-être, François Denant, en réaction, est-ce que ce qu'on aperçoit là dans ce dialogue ou absence de dialogue franco-allemand, ça valide un peu ce que vous dites depuis des années, à savoir que non, vraiment, l'Europe sociale n'aura pas lieu? Mais je pense que quand vous vouliez ramener le débat à l'ordolibéralisme, une des choses fondamentales ici, c'est la stabilité des institutions. Et une des volontés des ordolibéraux, c'est d'avoir un cadre stable, prévisible, dans lequel on organise les activités économiques. Et après, on peut avoir une régulation sociale qui se fait au niveau national, comme c'était dit, au nom de la subsidiarité. Et donc, je pense que les Allemands sont pas du tout prêts, enfin, en tout cas, les plus convaincus par l'économie sociale de marché, à sacrifier le cadre européen tel qu'il fonctionne, tout en ayant une certaine marge de manœuvre au niveau national. Peut-être on précise juste économie sociale de marché. En fait, c'est pas du tout contradictoire avec l'ordolibéralisme. Non, l'économie sociale de marché, telle qu'elle a été définie par Alfred Müller-Armack, qui était un de ses principaux théoriciens, c'est le nom allemand du néolibéralisme, mais pas le néolibéralisme au sens d'un libéralisme exacerbé, radical, etc., mais au contraire d'un libéralisme qui est permis par l'État, qui est encadré, qui bénéficie d'un système juridique qui est favorable au fonctionnement du marché, un système juridique dans lequel il peut y avoir des interventions de l'État pour rétablir la concurrence si elle ne fonctionne pas d'elle-même. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce moment-là, sur le couple franco-allemand? Parce qu'on a beaucoup décrit le couple franco-allemand comme la machine, si je puis dire, pour faire avancer l'Europe. C'est certainement peut-être un peu mythifié comme rôle. Mais au moment où finalement on s'aperçoit qu'une grande partie de la classe dirigeante française a complètement adopté d'une certaine façon les règles de l'ordolibéralisme allemand, et donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça nous dit de l'état de ce couple où au moment où on sent les positions se rapprocher, finalement ils n'arrivent plus, ils s'entendent de moins en moins bien, si je puis dire. Moi, j'ai deux choses à dire, mais vas-y, François, je sais pas si... Non, mais je pense que c'est un couple, mais il faut prendre le mot, non pas dans son sens affectueux, mais dans le sens que c'est un rapport de force permanent aussi entre deux États, qui sont deux des principaux États de l'Union européenne, mais qui, selon les moments, ont pour les uns un avantage économique certain, et pour les autres, un avantage politique. Et bon, si on prend les débuts de la construction européenne, l'Allemagne, dont on oublie souvent la dimension très fortement dynamique sur le plan économique à la fin des années 50 et diffère très largement de la France qui à ce moment-là est en pleine déconfiture coloniale, en plein déclin industriel et financier. Et donc le couple a toujours été déséquilibré, mais parfois à la faveur de l'Allemagne, parfois à la faveur de la France. Et c'est vraiment un projet politique, ce couple franco-allemand, mais un projet politique au sens où ça reste quelque chose à construire, à produire, mais qui n'existe pas réellement à tout moment dans les faits, quoi. Oui, deux choses. Donc d'abord, je suis d'accord avec François, ce couple franco-allemand, il est fort précisément parce que la France et l'Allemagne défendent des modèles économiques et sociaux différents. Donc ce qui leur permet, lorsqu'ils trouvent un compromis, d'entraîner différents pays européens qui peuvent se reconnaître soit dans la France, soit dans l'Allemagne. La France et l'Allemagne n'ont jamais été alignés complètement notamment sous l'angle économique et même sur l'angle géopolitique. Et donc ça a toujours été une constante du couple franco-allemand d'avoir des divergences, de partir de ces divergences pour essayer de trouver un compromis. Bon, le deuxième élément, c'est sur le fait, est-ce que les élites françaises sont toutes ordolibérales? Je suis pas sûr. Par exemple, vous pensez peut-être à l'austérité budgétaire, la règle des 3%, mais ça vient de la France en fait. C'est la France qui a c'est la France qui a demandé l'euro, c'est la France qui a demandé à être dans un cadre effectivement qu'on peut qualifier de l'ordolibéral, mais qui en fait vient aussi d'une tradition française de bonne gestion des finances publiques qui existe chez une grande partie aussi des élites françaises, indépendamment de l'ordolibéralisme. L'idée, c'est, voilà, dans les années 80, on s'est dit qu'il fallait suivre l'Allemagne. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a effectivement cette idée du modèle allemand, mais qui n'est pas uniquement d'ailleurs un modèle de marché, puisqu'on voit bien, on aimerait bien avoir des syndicats comme en Allemagne aussi puissants, on aimerait bien avoir une formation professionnelle comme en Allemagne, donc le modèle allemand n'est pas univoque non plus.
Alors, ce que vous répondez nous permet d'ouvrir un peu la question des possibles, le champ des possibles historiques, puisque à la fin quand même de votre ouvrage sur lequel vous revenez un peu sur ces moments charnières où l'Europe eh bien, a débattu de différentes options pour répondre aux crises de l'économie mondiale. Vous admettez quand même que dans les 10 dernières années, les années de la grande crise de 2008, ce sont plutôt les réponses, alors néo-ordolibérales, on peut débattre, mais en tout cas, ce sont des réponses de ce type-là qui ont quand même dominé. Et donc la grande question, c'est est-ce que tout a été écrit depuis le début? Laurent Varlouzet, je me retourne vers vous, puisque dans différents travaux, vous défendez le fait que le traité de Rome était assez flexible et pouvait finalement accueillir des traditions d'économie politique qui étaient vraiment différentes de l'ordolibéralisme. Oui, alors l'idée c'est que le traité de Rome était un compromis, la construction européenne est un compromis. Alors c'est surtout une Europe de marché parce qu'il faut créer un marché, ça c'est vrai, mais peuvent se greffer sur cette Europe du marché, donc libérale au sens économique, au sens politique aussi d'ailleurs, parce que c'est un projet anticommuniste, peuvent se greffer après des interprétations, on va dire ultra-libérales. Alors c'est le problème du néolibéralisme, est-ce qu'on en prend le terme néolibéralisme au sens de l'histoire des idées ou au sens des politiques publiques, on va dire donc ultra-libéral d'un côté, ou avec une dominante un peu néo-mercantiliste ou sociale. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on voit notamment avec le cas dramatique de la Grèce, on voit bien que une optique ultra-libérale l'a emporté parfois, d'ailleurs pas forcément ultralibéral au sens à l'anglo-saxonne, mais plutôt ordolibéral au sens respect des règles. Les règles et la discipline. Puisque, si vous voulez, vous avez beaucoup d'ultralibéraux qui étaient favorables à ce que finalement on allège la dette de la Grèce un peu plus vite, puisque ça a coûté finalement plus cher sur le plan financier. De laisser la Grèce s'enfoncer et de la sauver à la fin. Bon, donc ça, il y a un consensus assez fort maintenant chez les observateurs sur ça. En même temps, si on voit les débats sur le Brexit, on voit qu'il y a une petite dimension d'Europe sociale qui, à nous Français, nous paraît insignifiante, mais qui était fortement critiquée outre-Manche dans le débat sur le Brexit. Donc c'est la directive sur le temps de travail. Alors ça, c'est plus l'Europe, on va dire, néo-mercantiliste, mais c'est la PAC qui soutient des agriculteurs qui ne sont pas britanniques, même si la reine d'Angleterre en profite. C'est les normes sociales et environnementales. Donc, dans les futurs non advenus de l'Europe, il y a peut-être aussi une Europe complètement ultralibérale, sans normes, qu'avait soutenu Thatcher dans les années 80 et qu'elle n'a pas réussi à obtenir. C'est pour ça qu'elle a toujours critiqué l'Europe bureaucratique. C'est une critique qui a été reprise ensuite par les partisans du Brexit chez les conservateurs. François Dejean, je me tourne vers vous. Je suis content qu'on vous ait tous les deux, puisque Laurent Varlouzet, dans ses travaux, insiste justement sur la gamme des options que les premiers traités, en tout cas, laissaient ouvertes. Et à vous lire, notamment avec cet essai que j'ai mentionné tout à l'heure, l'Europe sociale n'aura pas lieu, et puis d'autres travaux dans lesquels vous revenez sur qui a inspiré le traité de Rome. Vous parlez des ordolibéraux, mais aussi de certains Français qui n'avaient pas l'étiquette ordolibérale, mais qui ont finalement fini par épouser ces thèses-là. On a l'impression qu'il y a une analyse beaucoup plus déterministe chez vous. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je durcis un peu Elle n'est pas totalement déterministe. C'est-à-dire que je défendrais peut-être davantage que Laurent l'idée que le traité est assez conforme à ce qu'était le néolibéralisme historiquement. Ce qui ne veut pas dire que dans son fonctionnement, l'Europe toujours été libérale, et notamment dans les années 60-70. Disons que la règle est libérale, mais elle souffre de beaucoup d'exceptions, notamment dans les politiques favorables aux champions nationaux, aux aides d'État, etc., qui ne sont pas du tout conformes à ce que les traités prescrivaient. Je pense que un des problèmes importants ici, c'est de savoir ce qu'on entend par néolibéralisme, qui est un terme qui au départ a été un adjectif revendiqué par un groupe de penseurs, de hauts fonctionnaires, d'hommes politiques et de patrons libéraux qui voulaient définir une politique économique libérale. Et c'était important, c'est-à-dire au moment où l'État construit des véritables politiques économiques, de savoir ce que c'est qu'une politique en faveur du marché et en faveur de règles stables pour les acteurs économiques. Et puis, on a le néolibéralisme tel qu'il a pu devenir dans les années 80-90, et on pense à Thatcher, Reagan, des réglementations, etc. Donc, le vocable en lui-même est parfois un peu piégeux. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est que néanmoins, il faut considérer qu'il circonscrit un espace de débat. Et un espace de débat où il y aurait peut-être une aile sociale. On pourrait faire rentrer Marjolin ou d'autres personnages. Alors, qui est Marjolin? Robert Marjolin, qui était un des premiers responsables de l'OECE, puis qui a été commissaire européen aux affaires,
aux affaires économiques, entre 58 et 67, je crois, qui est un personnage très important dans les débuts de la construction européenne, qui est issu de la famille socialiste dans les années 30, qui est plutôt planiste, et puis qui va se rallier à l'économie de marché, mais une économie de marché tempérée. Alors, on va dire que ça, c'est l'aile gauche du néolibéralisme. Et puis, on aurait une aile droite où on aurait Hayek et d'autres qui sont beaucoup plus radicaux et qui laissent un rôle uniquement régalien à l'État. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que Hayek, c'est pas l'absence d'État non plus. C'est un État qui fait respecter la loi. Et la règle de droit, c'est quelque chose de central pour tous ces acteurs du néolibéralisme. Donc, moi, je pense que, très concrètement, le traité de Rome est un traité qui historiquement s'inscrit dans les cadres du néolibéralisme tel qu'il a été historiquement constitué, mais qui n'a pas forcément été respecté à la lettre, qu'il a pu être amendé, et même, je crois que c'est Robert Sallet dans son livre qui s'appelle Le viol d'Europe qui insiste là-dessus, en disant qu'il faut voir que c'est un projet un peu fou, c'est un texte qui fait exister un marché qui n'existe pas et qui prévoit son fonctionnement. Et on est là dans une espèce d'utopie économique, donc qui penche dans mon point de vue dans un côté plutôt néolibéral, mais qui a dû souffrir bien des exceptions en fonction des rapports de force entre les États dans cette période. Alors, quels sont pour vous les moments charnières qui ont fait basculer la construction européenne vers justement plus d'ordolibéralisme ou plus de néolibéralisme selon les moments, parce que il y a eu des influences un peu multiples. Et est-ce que ça se joue toujours autour de crise économique, ou est-ce que peut y avoir aussi des crises politiques? Vous commencez votre livre avec la crise du pétrole en 73, mais la chute du mur, c'est aussi énorme. Donc, et comment ça se joue à ce moment-là? C'est vrai que c'est compliqué en histoire de trouver des ruptures vraiment franches. Donc les crises ont certainement joué un rôle. En même temps, il y a des continuités. On a parlé de Marjolin. Ce qui était intéressant, c'est qu'il avait promu un projet de planification européenne dans les années 60, donc étant de la planification française au niveau européen. Et ça ressort dans les années 70 avec Delors, mais pas le Delors commissaire européen, mais en tant qu'intellectuel avec plusieurs autres intellectuels européens. Donc il y a des continuités par-delà les crises, et puis il y a des ruptures. Donc la crise de 73, paradoxalement, est un élément qui relance l'idée d'Europe sociale. Bon, c'est lié aussi au contexte post-68. Et puis après, la crise de 79, par contre, le deuxième choc pétrolier, là, met un coup d'arrêt à toutes ces réflexions. Et en plus, on arrive avec Thatcher, Reagan. Donc il y a plutôt un courant, qu'on va dire, ultralibéral pour essayer de qualifier. Parce que néolibéral, comme tu l'as bien montré, si on se réfère à tes travaux au colloque Lippmann de 38, on voit qu'on a quand même des penseurs très différents. Enfin, des acteurs quand même assez différents, un spectre assez large. Je pense que ce qui a compté aussi beaucoup, c'est le traité de Maastricht, qui a été suivi immédiatement par une crise assez forte. On est début des années 90. Voilà, traité de Maastricht 91-92, qui crée l'union économique et monétaire. À cette époque, on avait un équilibre entre l'aspect ordolibéral, l'Europe du marché, l'Europe sociale qui était fortement portée par Delors, des éléments de néo-mercantilisme qui subsistaient. Et puis 92, il y a eu à la fois la crise monétaire, fin de la période Delors. Il y a eu aussi une libéralisation avec le GATT qui a rendu la préservation des éléments néo-mercantilistes plus compliquée. Donc là, c'est vrai qu'on est passé dans les années 90-2000 à un autre équilibre, je pense. Même parce qu'il y avait un projet d'Europe sociale assez ambitieux de Delors qui a donné lieu à quelques accords au début des années 90 et après, ça a été plus compliqué. Vous seriez d'accord avec cette idée qu'il y a quand même un seuil critique des années 90 autour du traité de Maastricht et les pas vers la monnaie? Je dirais plus ce qu'il disait au début. Pour moi, je pense que c'est 79 le point de rupture, parce qu'il y a un point de basculement international déjà, parce qu'il y a l'Afghanistan, il y a l'URSS qui est en train de battre de l'aile fortement, parce qu'il y a Paul Volcker qui infléchit la politique aux États-Unis dans un sens très monétariste, parce que la Banque centrale américaine qui augmente les taux d'intérêt très violemment, parce qu'il y a Thatcher, parce que du côté de l'Union européenne, il y a Étienne Davignon qui cherche des solutions, qui est commissaire à ce moment-là à l'industrie, je crois, et qui cherche à renouveler le processus d'intégration. Il y a cette anecdote sur l'affaire Cassis de Dijon, c'est aussi 79, c'est une décision de la Cour de justice européenne qui va avoir des conséquences, puisque sur un fond de bisbille entre un producteur de cassis et une réglementation allemande, on arrive à une forme d'harmonisation des droits en Europe qui fait que on ne peut pas refuser un produit tel qu'il a été produit
dans un État selon une réglementation donnée, dans un autre. Et donc, du coup, on n'a pas à faire une harmonisation générale des droits, mais qu'on peut mettre en concurrence les droits nationaux. Enfin, je pense que c'est un moment vraiment de bascule important. Et j'irais jusqu'à, moi, plutôt 86. Je dirais c'est 79-86 la période, quoi. C'est la relance, c'est là où Delors va pouvoir aller vers l'acte unique européen. Et c'est là aussi où vous avez des mobilisations du patronat européen, avec la mise en place de l'European Roundtable of Industrialists, qui va porter des projets qui vont aller vers l'acte unique, quoi. C'est aussi à ce moment-là qu'on voit un autre libéralisme qui arrive, c'est le libéralisme anglo-saxon. C'est le moment où on voit les commissaires européens anglais qui introduisent un certain nombre de directives. Qu'est-ce qu'ils apportent dans la construction européenne, et en quoi est-ce qu'ils perturbent aussi le jeu européen de construction, puisqu'ils sont tenants, eux, d'un autre modèle libéral. Oui, on voit beaucoup d'affrontements dans les années 90. On commence un peu à l'étudier de manière historique, mais il nous faut un petit peu de temps de recul. Avec ces commissaires britanniques, ces gouvernements britanniques qui apportent une vision vraiment ultralibérale, sans règles. Donc il y a effectivement en 91 le commissaire Léon Brittan qui condamne un regroupement entre des constructeurs aéronautiques français, italiens et canadiens. Donc c'est un petit peu comme l'affaire Alstom Siemens récemment, mais c'était encore plus radical, parce que là la décision avait été contestée même à l'intérieur de la Commission. On commence à le voir maintenant dans les archives, et donc c'était vraiment l'Europe ultra-libérale contre l'Europe néo-mercantiliste, une Europe néo-mercantiliste qui, encore je le répète, c'est pas le colbertisme, le protectionnisme à outrance. C'est on garde le marché, le libre-échange, mais à l'intérieur du libre-échange, on soutient quand même certaines industries ponctuellement. Donc là, il s'agissait d'autoriser une fusion. Simplement, après, on a dans les années 90 tout un débat autour du marché unique. Là, on parlait du marché unique qui a été lancé en 86, mais il y avait plusieurs manières de faire le marché unique. Dans l'acte unique, il était indiqué que les normes devaient être égalisées vers le plus haut niveau de protection. Les Allemands notamment, ils tenaient beaucoup. Il y avait eu les Länder avaient notamment réclamé ça. Kohl avait dû les réunir, tenir compte de leur avis. Parce que les Allemands étaient très réticents. Ils pensaient que les normes allemandes étaient supérieures et que c'était problématique. Il n'y avait pas que, il y avait aussi les pays du nord de l'Europe avec les normes environnementales. Et en fait, dans les années 90, on a tout un affrontement au niveau de la Commission, au niveau des gouvernements, entre les Britanniques, disons ultralibéraux pour faire simple, qui veulent des réglementations vraiment minimales, et d'autres, pas forcément les Français d'ailleurs, qui veulent introduire des normes minimales de qualité ou environnementales ou sociales. Et donc il y a toujours une opposition entre les deux. Donc c'est pour ça que là, dans le Brexit, le paradoxe, c'est que les Britanniques ont beaucoup influencé le côté vraiment ultralibéral de la construction européenne. Ils ont aussi d'ailleurs influencé un aspect social, parce que la politique régionale est née grâce aux Britanniques, paradoxalement. Elle était demandée par les Italiens, et les Britanniques l'ont fait émerger en 1975 pour avoir des aides pour leur région en crise industrielle. Mais là, on était avant la période, avant le tournant de 79 que tu mentionnais, avant la Grande-Bretagne thatchérienne. Là, c'était les conservateurs modérés, Edward Heath, qui demandaient ça. Alors, j'aimerais qu'on avance un peu et surtout qu'on circonscrive la discussion sur la zone euro. On voulait vous poser des dernières questions là-dessus. Laurent Varlouzet, vous écrivez que l'union économique et monétaire n'a pas été une victoire unilatérale de l'Allemagne, que là aussi, ça a été un ensemble de compromis entre des préférences nationales et idéologiques qui étaient diverses. On a quand même envie de vous dire, les concessions de l'Allemagne ont quand même été bien minces, et l'actualité des 10 dernières années nous incite à penser que oui, c'est quand même eux un peu les gagnants de l'histoire. Même si les autres sont allés dans le train volontairement, ils ont quand même lâché beaucoup de leurs préférences. Je pense qu'il y a ces deux éléments à prendre en compte, effectivement. Donc c'est un compromis, mais comme c'était l'Allemagne qui avait le plus à lâcher, puisque l'Allemagne était très attachée au Deutschmark, plus que nous au franc, forcément on s'est aligné sur eux. En fait, ça faisait un certain temps qu'on essayait de créer l'Europe monétaire, et le seul moyen de le faire, c'était de le faire
aux conditions de l'Allemagne. Alors après, ce qu'on a obtenu, c'est une certaine ambiguïté dans les critères. Par exemple, on dit que la Banque centrale européenne doit s'en tenir uniquement à l'inflation, mais on a rajouté dans l'article et aussi aux objectifs de l'Union en fait. Et donc du coup, ça permet d'introduire une certaine ambiguïté juridique dont a profité Mario Draghi justement, et qui lui a évité d'être condamné aussi par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc Draghi qui est le directeur de la Banque centrale. Voilà, la Banque centrale européenne et qui aux yeux des ordolibéraux allemands justement a surinterprété le traité, a même été en violation carrément du traité. Donc les ordolibéraux allemands auraient voulu une zone euro sans les pays qu'on appelait du Club Med, et puis en excluant, une fois qu'on avait eu la crise de l'euro, en excluant la Grèce. Donc voilà, c'est ça qu'on a obtenu en gros, c'est de permettre à Mario Draghi d'agir et de maintenir la Grèce dans la zone euro, ce qui n'était pas évident, hein. Encore en 2015, le président Hollande avait dû jouer un rôle important pour ça. Donc c'est vrai que vous avez bien résumé la situation, comme c'était nous, les Français, mais aussi d'autres, hein, les pays d'Europe du Sud, qui voulions absolument converger vers le modèle allemand, avoir une monnaie forte pour avoir peu d'inflation. On se disait voilà, ça allait nous permettre d'exporter, d'avoir peu de chômage comme en Allemagne, d'avoir aussi peu d'inégalités sociales. Il faut savoir que c'est beaucoup d'hommes politiques aussi de gauche qui ont fait ça pour des raisons de gauche. L'idée c'était quoi, on va diminuer l'inflation, donc on va diminuer le taux d'intérêt, donc y compris les taux d'intérêt pour les Français qui empruntent pour acheter leur voiture, pour acheter leur maison, et puis ça va rétablir des bonnes conditions macroéconomiques, la croissance, baisser le chômage. C'était ça l'idée, hein. C'était pas une idée. Alors il y avait à la fois les Français, je dirais, ceux que tu as identifiés qui sont, on va dire, compatibles avec l'ordolibéralisme, et puis des Français sociodémocrates qui estimaient qu'il fallait s'inspirer du modèle allemand parce qu'y compris sur le modèle social, il était efficace, quoi. François Denard, peut-être en là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, et est-ce que justement à partir de 2008 et de la crise des dettes souveraines de la zone euro, est-ce que c'est pas un nouveau moment charnière qui vient durcir en fait tout ce que vous avez décrit, qui était peut-être déjà un peu dans les rails depuis le traité de Rome, ensuite 79, et que là il y a un nouveau moment charnière clé qui est la crise de 2008. Mais je serais assez d'accord avec Laurent Varlouzet, mais modulo le fait que les interventions dites non conventionnelles de Mario Draghi ont été possibles parce que à côté il y a eu des tours de vis supplémentaires du côté budgétaire, c'est-à-dire il y a eu le six-pack, le two-pack, il y a plein de textes qui ont été rédigés à partir de 2011-2012 qui font que concrètement en fait chaque pays doit soumettre son projet de loi de finances avant qu'elle soit adoptée à l'Union européenne, ce qui fait aussi que si un pays ne respecte pas les critères de convergence établis depuis longtemps maintenant, il peut être sanctionné si une majorité des États ne s'élève pas contre cette sanction, donc une espèce de système de majorité inversée. Donc on a eu à la fois un peu de laisser-aller, entre guillemets, monétaire par rapport à ce qui était la doctrine traditionnelle des Allemands, mais en même temps un tour de vis budgétaire supplémentaire. Vous semblez dire quand même que Merkel a permis de sauver la zone euro, et qu'est-ce qui vous amène à écrire ça dans la mesure où on a plutôt l'impression, à la fois au moment où on vivait les événements et puis maintenant un certain nombre d'historiens qui commencent à avoir accès aux archives, qu'elle a toujours été en recul et que c'est parce que les États-Unis et la Chine sont intervenus en disant il faut absolument stabiliser l'euro parce que sinon ça va éclater, que Merkel s'est décidée finalement à laisser faire Draghi, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles, hein. Bon, je pense que quand même les Européens ont un certain degré d'autonomie. Ils n'ont pas forcément besoin d'attendre que les États-Unis ou la Chine leur disent ce qu'il faut faire. Sauf effectivement à lire le dernier livre de Philippe de Villiers. En fait, les historiens n'ont pas encore accès aux archives. C'est Adam Tooze qui raconte précisément cette oui, mais ce moment. peut-être. Mais bon, déjà les historiens n'ont pas accès aux archives. Donc Adam Tooze a écrit ce livre, mais pas forcément sur archives. Moi je suis pas dans la tête de Merkel. Alors, par ailleurs, moi pour l'euro, je parlais pas de Merkel, je parlais de Hollande en fait, qui avait évité le Grexit en 2015, qui je pense a été l'un des acteurs principaux. Je pense du côté de Merkel, donc moi j'ai pas eu accès évidemment aux archives, mais j'imagine que si vous voulez, il y a Angela Merkel, je pense pas que ce soit une idéologue, c'est une pragmatique, donc elle a bien compris qu'à un moment pour sauver l'euro, il fallait être pragmatique et trouver un équilibre entre sa branche ordolibérale et puis la nécessité de sauver la zone euro et donc de sauver le projet européen. Là, dans mon livre, j'ai retrouvé quelques
comptes rendus d'archives, de discussions au cabinet alors à l'époque c'était de Schmitt et puis de Kohl, et on voit bien que même sur des dossiers très économiques, au bout d'un moment l'argument politique arrive en disant bon là c'est contre notre intérêt mais on est obligé quand même de céder un petit peu parce qu'il y a le processus de construction européenne, et du côté français on trouve la même chose. Je pense que l'influence chinoise ça me paraît vraiment extrêmement étrange. Après, l'influence américaine, c'est Angela Merkel, comme aussi les dirigeants français, sont atlantistes. Donc, effectivement, on en tient compte. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les Américains qui tirent les ficelles. Non, mais qu'il faut qu'il y ait... Mais si vous voulez, c'est aussi dans l'intérêt de l'Allemagne, parce que s'il n'y a plus de zone euro, l'Allemagne exporte beaucoup à la zone euro. La stabilité de la zone euro de l'Union européenne, c'est dans l'intérêt géopolitique et économique de l'Allemagne. Donc voilà, à un moment, je pense qu'Angela Merkel, effectivement, a fait un calcul entre la vision théorique ordolibérale qui impose effectivement de lâcher la Grèce, de condamner Mario Draghi, et puis les intérêts géopolitiques, matériels aussi de l'Allemagne. Alors, il y a une question qu'on voulait vous poser, ça nous y amène finalement, c'est la question du débat, non pas ordolibéraux, néolibéraux, aile gauche, aile droite, mais vraiment à l'intérieur de l'ordolibéralisme et de ses inspirateurs allemands. C'est quelque chose notamment que vous montrez, François Donner, que l'ordolibéralisme n'est pas un tout homogène, qu'il y a différentes visions ou projets détaillés qui pouvaient ne pas correspondre selon les auteurs qu'on étudie. Est-ce que déjà dans l'histoire ça se vérifie, et surtout dans la période contemporaine, selon les documents auxquels vous avez eu accès, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, ne serait-ce que sur le plan partisan, ce qui est le plus évident pour nous quand on regarde l'Allemagne, on voit qu'il y a eu ce parti de l'AfD qui aujourd'hui s'ancre de plus en plus à l'extrême droite, anti-migrants, anti-islam, etc. Mais le point de départ, au fond, c'est une défense très ordolibérale, en disant surtout pas de transfert, surtout pas de solidarité avec les pays du Sud. Et ils viennent finalement presque en dissidence avec la CDU, qui était censée représenter l'ordolibéralisme. En cela, je dirais que c'est pas vraiment des ordolibéraux au sens historique du terme. Aujourd'hui, l'ordolibéralisme est devenu une espèce de fond commun dans la vie politique allemande. L'élément culturel, presque. Presque un élément culturel, si on le résume, mais vraiment à des traits essentiels, quoi. C'est grosso modo l'importance du droit, du cadre légal, d'un État qui organise l'activité de manière pérenne. Ça serait un fond. Et il y avait un fond plus politique qui, lui, se retrouve peut-être encore en partie à la CDU, qui était l'idée que pour que le marché puisse perdurer et fonctionner, il fallait avoir des politiques dites de civilisation, c'est-à-dire agir sur les comportements individuels pour que ceux-ci soient compatibles avec ce fonctionnement du marché. Un exemple bête, ça veut dire, par exemple, rendre les gens propriétaires plutôt que locataires, ça va les inciter à se comporter comme des agents plus rationnels. Donc ça, c'était une politique plutôt de civilisation. Si on prend cette base-là, elle est assez diffuse dans la société allemande. Je dirais qu'elle est même plus largement. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, le Parti socialiste français s'est officiellement réclamé de l'économie sociale de marché et écologique, je crois. Oui. Ils avaient rajouté l'adjectif écologique. C'est une expression qui passe un petit peu partout, mais qui pourtant souvent est mal comprise sur le fond. C'est-à-dire que le social dans économie sociale de marché, c'est pas le socialisme. C'est de comprendre que pour qu'il y ait une économie de marché, il faut des conditions sociales. Ces conditions sociales, c'est un cadre réglementaire, c'est un État, c'est qui peut faire le policier du marché quand il le faut, c'est des aides pour les plus démunis et c'est des sanctions pour ceux qui vont à l'encontre des lois du marché. Oui. Mais je rebondis, vous me disiez à ce compte-là, l'AfD ne serait pas vraiment les ordolibéraux. Pourquoi vous dites cela ? Je pense que c'est plutôt une forme de libéralisme national. Patriotique, comme on a vu déjà exister en France. Une partie du Front National a longtemps défendu ces idées-là. Le Club de l'Horloge et un certain nombre de groupements se réclamaient d'un libéralisme national. Donc un libéralisme interne et en même temps des discriminations, la préférence nationale, etc. Oui, Laurent Warlze, quelle est votre interprétation du débat économique en Allemagne et comment il se traduit sur le plan partisan ? Je crois que vous avez raison. Pour l'AfD, quand même, à l'origine, il y avait quand même un attachement aux mécanismes ordolibéraux, puis après, et donc du coup une hostilité à Draghi, à l'aide à la Grèce. Puis après, ça a dérivé dans un mouvement beaucoup plus large, très nationaliste, un peu comme d'ailleurs UKIP à la base aussi avait été fondé par des intellectuels, et puis après c'était devenu un parti plus généraliste, nationaliste. Enfin, c'était nationaliste à la base, mais c'était aussi un petit groupement d'intellectuels à la base.
Et donc maintenant, ça a complètement évolué. Je voudrais simplement souligner que la contribution aussi de l'Allemagne à l'histoire de l'Europe, c'est pas uniquement l'ordolibéralisme, c'est aussi le mouvement social-démocrate, c'est la cogestion, c'est la formation professionnelle. Donc il y a un certain nombre d'éléments aussi qui ont séduit en Allemagne au-delà de l'ordolibéralisme. D'ailleurs, à un moment, dans les années 70-80, il y avait un projet, au début des années 80 aussi, d'étendre le système de cogestion, donc c'est-à-dire le fait que les représentants des employés puissent participer carrément au conseil d'administration, aux organes vraiment de direction. Mais bon, alors ça a été nulle part, mais ça a été quand même discuté au plus haut plan au Parlement européen et au Conseil. Oui, donc, curieusement, c'est une partie du modèle allemand qu'on reprend quand même un peu moins. Alors aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que ça revient, mais alors peu en France, parce que je pense qu'en France, on reste quand même toujours sur un socialisme assez jacobin, donc où on passe par la loi plus que par les syndicats. Mais si vous regardez les propositions des candidates américaines à l'investiture démocrate, il y a cette revendication qui revient souvent, et même aussi maintenant un petit peu au Labour, là, chez le Shadow Chancellor. Donc l'idée n'est pas, alors pas forcément en se réclamant de l'Allemagne d'ailleurs, mais cette idée d'une meilleure participation des employés au processus de décision et donc aussi au partage des qui irait dans le sens d'une démocratie économique. En fait. Voilà. Mais c'est ce qui explique aussi que l'économie sociale de marché soit une valeur aussi partagée aujourd'hui en Allemagne. C'est-à-dire que ces tenants ont su faire des compromis avec les sociodémocrates, notamment sur la cogestion, et ce qui permet une certaine fidélité au modèle auquel on peut rajouter des éléments plus sociaux. Alors, comment peut évoluer maintenant, selon vous, l'ordolibéralisme, puisqu'il est en même temps contesté par une partie des gens qui dit que ça amène à constitutionnaliser finalement toutes les politiques économiques et amène à rigidifier aussi même les cadres économiques. Comment vous le voyez évoluer? Est-ce qu'à un moment, il n'y aura pas une tentation autoritaire, si je puis dire, du libéralisme autoritaire comme on voit se dessiner de temps en temps, ou est-ce qu'il a des cordes de rappel pour justement réintégrer des mesures sociales, d'être plus ouvert, finalement de s'adapter? Comment vous le voyez évoluer? Moi, je pense que la tentation autoritaire a toujours existé dans l'ordolibéralisme. C'est pour ça que c'était important tout à l'heure de distinguer. Enfin, c'est vraiment une famille avec des polarités importantes et des divisions. Jean Solchany, par exemple, qui a écrit une biographie de Wilhelm Röpke, montre que Röpke a pu, d'un côté, être celui qui portait un libéralisme dit sociologique, ou donc il s'intéressait vraiment aux conditions sociales d'une économie de marché, et parallèlement, c'était quelqu'un qui pensait que les femmes étaient très bien à la maison, que la famille était une unité de base de la civilisation, qu'il fallait défendre l'apartheid en Afrique du Sud parce que les Blancs pouvaient très bien vivre séparés des Noirs, etc. Donc il y a toujours eu une possibilité autoritaire et qui est vraiment due à la place donnée à l'État. C'est-à-dire quand les ordolibéraux parlent d'un État fort, ils parlent d'un État fort. Et donc ça peut aussi être un État répressif. Donc ça c'est une possibilité. Mais je dirais qu'au sein même de la famille libérale et des libéraux allemands, la tendance libertarienne existe aussi. Et vous allez avoir beaucoup plus chez les jeunes, notamment jeunes libéraux, une revendication libérale qui s'étend à tous les domaines et qui, à mon avis, est celle qui a le vent en poupe aujourd'hui. Qui est le plus dans la conception anglo-saxonne. Qui est beaucoup plus dans la conception anglo-saxonne et qui va surtout rompre avec le traditionnalisme qui était celui d'une grande partie de la famille libérale. Souvent, quand on parle de libéralisme, on a envie de l'opposer au conservatisme, mais les libéraux européens sont très souvent des conservateurs aussi sur le plan des mœurs, sur le plan de la famille, etc. Et là, vous avez toute une tendance libertarienne qui se développe aujourd'hui pour expliquer que la drogue, ça constitue une liberté individuelle et chacun fait ce qu'il veut de son corps, et donc on peut leur constituer un marché. La GPA, la PMA, etc. peuvent être des choses possibles. Et donc je pense que la base, entre guillemets, jeune des mouvements libéraux contemporains est en rupture avec ce qui était l'ordolibéralisme traditionnel. Oui, alors je pense qu'il y a deux éléments dans votre question. Il y a l'aspect politique, effectivement, le danger d'un libéralisme autoritaire, bon, qui peut toujours être présent. On parle de ça surtout pour la Chine, hein, voilà, le pays de libéralisme autoritaire. Bon, ça, je pense que ça peut être présent dans tous les... l'économie socialiste de marché. Oui, voilà, ça peut être présent dans tous les...
dans tous les courants, et même si paradoxalement l'ordolibéralisme est né en réaction à Hitler, mais effectivement on peut avoir des dérives autoritaires dans tous les mouvements. Bon après, comme on l'a dit, voilà, je pense qu'en Allemagne la démocratie libérale est quand même bien préservée. C'est un pays avec un fédéralisme très fort, bon, enfin un respect de l'état de droit aussi très très fort. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le danger principal. Après, votre autre question, c'était sur effectivement les règles en matière économique et sociale. Hein, dans quelle mesure ça limite. Hein, et ça ne bride pas aussi une dynamique économique d'une certaine façon. Oui, alors c'est vrai que comme dans l'euro, en fait, on doit respecter des règles communes, en fait, parce qu'on se partage la monnaie, et donc du coup, ça limite de facto notre marge de manœuvre économique, mais tout en laissant une certaine gamme possible de choix. Donc l'Allemagne l'a bien illustré lorsqu'il y avait eu la grande coalition. Merkel avait dû accepter le SMIC. Alors d'ailleurs, le SPD s'était plaint parce que Merkel récupérait toutes leurs idées. Donc la création d'un service minimum, donc essayer d'atténuer un peu l'intensité des réformes ultralibérales menées d'ailleurs en partie par le chancelier Schröder. Qui était social-démocrate avant. Donc il y a voilà, au sein de ces règles communes, il y a plusieurs orientations possibles. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on partage, on compare ça souvent à une copropriété, à partir du moment où on partage un logement en commun, un immeuble en commun, on doit respecter certaines règles communes qui nous laissent une marge de manœuvre quand même assez forte, mais on ne peut pas effectivement recourir par exemple à la planche à billets, mais de toute façon c'est quelque chose qu'on ne fait pas depuis des années et des années, hein, même bien avant l'euro, bien avant l'Union économique et monétaire, Eric Monet l'a bien montré. Est-ce que c'est pas curieux d'employer le terme copropriété pour un projet qui est d'abord politique ? C'est un projet politique, mais ça passe toujours par l'économique. Moi, je n'oppose pas le politique à l'économique. Je trouve que c'est un peu naïf de dire l'Europe aurait dû commencer par la culture, l'Europe, par exemple, est bureaucratique. Oui, parce que si on fait un marché avec des règles communes, il faut un peu de bureaucratie. On parle toujours de la courbure de la banane, par exemple. S'il n'y avait pas la règle sur la courbure de la banane au niveau européen, il y aurait une règle sur la courbure de la banane au niveau français. Bon, il y aurait 27 règles, là, il n'y en a qu'une. Bon, c'est juste donc c'est normal qu'on demande à de l'administration de décider des courbures de la banane. On ne va pas faire un référendum. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la construction européenne s'est faite essentiellement sur un socle économique et donc il a construit un grand marché et un grand marché qui aujourd'hui impose des règles et limite quand même les marges de manœuvre politiques des États membres sans qu'il y ait pour autant des règles communes instituées en matière de politique budgétaire et en politique monétaire, puisque... De solidarité, tu veux dire, oui, de transfert. Voilà, donc bon, on a malgré tout des marges de manœuvre très limitées, puisque les États ont renoncé à une souveraineté budgétaire et monétaire, et on n'a pas de gouvernement économique européen Ils n'ont pas renoncé à la souveraineté budgétaire, à la souveraineté monétaire, mais pas budgétaire. À partir du moment où on n'a pas le droit de dépasser tel point de déficit, tel point de dette, etc., on a renoncé à sa souveraineté. Ça fait des années que nous, on dépasse la dette et le déficit, hein, et qu'on a des exceptions. Hein. Oui. Donc, il y a la règle et l'interprétation. Hein. Changeons les règles dans ces cas-là. Pourquoi adopter des règles qui ne s'appliquent pas C'est pour donner une espèce de point d'horizon, en fait. Oui, mais quand même, quand vous regardez sur tout le débat qui s'est passé autour du budget italien cet automne, avec six-packs, two-packs, etc., où le gouvernement italien a été obligé de soumettre son budget, de le réviser, où il y a eu toute une chose... De facto, vous constatez une limitation de la décision politique. Je ne l'ai pas nié. Mais quand on partage une monnaie, effectivement, on doit se conformer à des règles communes qui n'empêchent pas d'avoir une marge de manœuvre. D'ailleurs, le gouvernement italien a pu finalement appliquer le revenu minimum universel. Qui était dans la revendication du mouvement 5 étoiles. Par ailleurs, il ne faut pas non plus négliger l'aspect d'instrumentalisation de l'Europe. C'est toujours bien de dire on aurait bien aimé le faire, mais les méchants bureaucrates bruxellois dans le cas de l'Italie, c'est quand même c'est monté très haut quand même. Oui, c'est monté très haut. Le débat, hein, je veux dire, c'était pas... Oui, tout à fait, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu forcément d'instrumentalisation. De deux côtés. On peut le savoir. Mais l'instrumentalisation de l'Europe, elle marche toujours à double sens. Hein. C'est d'un côté, c'est l'Europe qui nous bride, qui nous empêche, les technocrates de Bruxelles, et puis de l'autre côté, non, mais l'Europe impose les réformes, et donc nous devons faire des réformes. C'est toujours biface. Je
vous remercie pour ce débat. On doit le clore, mais j'espère qu'on vous aura aidé avec ces différentes grilles de lecture à mieux comprendre les méandres de l'inspiration ordolibérale, parmi d'autres, du projet européen. C'est une émission qui est visible sur le site de Mediapart, sur YouTube, et je vous rappelle qu'il y a d'autres émissions dans la même collection des intégrations européennes. Merci.